J'ai pris la voiture de ma femme et j'ai senti une odeur terrible et nauséabonde à l'intérieur. J'ai vérifié les sièges arrière et j'ai trouvé une tache humide et visqueuse, ainsi que des préservatifs usagés. Ensuite, j'ai visionné les enregistrements de la caméra de bord et j'ai vu deux grands types à la peau foncée assis avec ma femme dans la voiture. Ce qui s'est passé ensuite m'a retourné l'estomac. J'ai immédiatement ordonné à mon avocat d'entamer une procédure de divorce. Des années avant que ma vie ne prenne un tournant inattendu, je trouvais du réconfort dans ma routine, travailler sur la maison, me détendre avec une bière et jouer au hockey avec des amis. Ma femme, Joy, et moi avions une vie stable, bien que non sans difficulté. Les premiers signes de problème étaient subtils, des appels manqués, des excuses tardives. Mais je les ai ignorés, pensant que c'était juste la pression de la vie. Avec le temps, les voyages d'affaires de Joy sont devenus plus fréquents, et bien que je n'y ai pas beaucoup réfléchi au début, elle est devenue plus distante. J'avais l'intuition que quelque chose n'allait pas, mais je l'ai ignoré. Puis, une nuit d'hiver, tout a changé avec un appel téléphonique. Je regardais des films de guerre, une habitude quand Joy était absente, cette fois pour un voyage de 2 semaines à Houston. Au milieu de Band of Brothers, mon téléphone a sonné. M'attendant à mon ami Paul, j'ai été surpris d'entendre la voix d'une femme. « Inspecteur Phillips de Vaille », m'a-t-elle dit. Joy avait eu un grave accident et se trouvait dans un hôpital d'Eagle Valley. J'étais sous le choc. Joy était censée être à Houston. Ce samedi-là, j'avais regardé un marathon de films de guerre, Les 12 salopards, Stalingrad, Il faut sauver le soldat Ryan, et j'avais fait des provisions de snacks pour le week-end. L'interruption m'agaçait et j'espérais que Joy avait gagné des vacances quelque part au chaud, même si je me serais contenté qu'elle soit simplement à Houston. Quand j'ai vu « Inconnu » sur l'écran, j'ai supposé que c'était Paul et j'ai répondu en grognant, mais la voix de la femme m'a pris par surprise. Elle a expliqué que ma femme avait eu un accident, mais j'ai insisté sur le fait qu'elle était à Houston. L'inspecteur m'a demandé quand je lui avais parlé pour la dernière fois, et j'ai répondu que c'était la veille au soir. Quand elle a lu l'adresse du domicile de Joy sur sa carte d'identité, j'ai été stupéfait. Quelqu'un a dû lui voler son sac à main, ai-je dit, pensant que je pourrais porter plainte. L'inspecteur m'a demandé de venir à l'hôpital pour vérifier ses affaires. Frustré, j'ai accepté et j'ai commencé les 2 heures de route jusqu'à Vaille. Pendant que je conduisais, mon esprit s'emballait. J'ai envisagé les possibilités. Peut-être que quelqu'un avait volé le portefeuille de Joy et était allé skier, ou peut-être que c'était vraiment Joy. Mais pourquoi serait-elle à Vaille? La voix de l'avocat du diable en moi m'a interpellé. Comment sais-tu qu'elle est vraiment à Houston? J'ai réalisé que je ne l'avais pas vue monter dans l'avion, alors comment pouvais-je en être sûr? Et si elle te trompait, a demandé la voix dans ma tête. Si c'est le cas, je la quitterai, ai-je pensé. Il n'y a pas de place pour une femme infidèle dans ma vie. Même si je savais que mettre fin à un mariage de 10 ans était radical, je n'allais pas vivre comme mon père. J'ai repensé à mes parents. Quand j'avais 10 ans, ma mère a commencé à passer plus de temps avec des amis, et mon père est devenu paranoïaque. Un jour, je l'ai entendu avouer une liaison. Ils ont essayé de régler les choses, mais mon père est devenu contrôlant, la forçant à quitter son travail et à l'appeler constamment. Ils ont finalement divorcé après mon diplôme, et mon père, autrefois un grand inspecteur, ne s'en est jamais remis. Je parle rarement à ma mère maintenant, ayant l'impression que ses actions ont brisé mon père. Je me suis promis de ne pas finir comme lui, ni comme mon frère Daniel, qui a éliminé sa femme et son amant après les avoir surpris ensemble. Il est maintenant en prison. Je devais donc trouver un juste milieu, gérer la situation si Joy me trompait, mais sans me perdre dans le processus. Si elle était infidèle, je passerais à autre chose et profiterais de la vie avec mes amis. À l'approche de la sortie de Vaille, je suis devenu plus nerveux, et même ma voix intérieure s'est tue. J'ai failli m'arrêter pour vomir. Trouver l'hôpital n'a pas été difficile, et je me suis garé, traversant le froid jusqu'à l'entrée. Je n'avais rien bu de plus fort que de la bière depuis mon mariage, mais j'avais soudain envie d'une bouteille de Jack Daniels. Au bureau d'information, j'ai expliqué pourquoi j'étais là, et on m'a donné le numéro de la chambre. Quand je suis arrivé à l'étage, j'ai réalisé que c'était l'unité de soins intensifs. J'ai dit à l'infirmière qui j'étais, et elle a appelé quelqu'un, me demandant d'attendre près de la porte. À l'intérieur, j'ai été accueilli par une petite infirmière blonde dont l'uniforme était tendu sur sa poitrine.
Votre femme est sous sédatif, a-t-elle dit doucement. Je me suis dit, si c'est bien elle, mais j'ai gardé mon calme et j'ai écouté. Elle est gravement blessée et pourrait ne pas se ressembler. Elle ne vous entendra pas, mais je veux que vous soyez préparés. Je n'étais pas sûr d'être prêt. Ça ira, ai-je dit, ma voix se brisant. Laissez-moi entrer. Ce que j'ai vu sur le lit m'a choqué. La poitrine de la femme se soulevait et s'abaissait, et bien que sa taille et sa corpulence correspondaient à celle de ma femme, je ne pouvais pas reconnaître son visage. A-t-elle heurté tous les arbres de la montagne? Oh non, a répondu l'infirmière. Elle n'a pas skié. Quelqu'un l'a battue et l'a laissée dans une ambulance ce matin. Battue? Les épouses fidèles ne finissent pas battues et abandonnées, a convenu ma voix intérieure, mais je n'en savais pas assez pour réagir. Je ne peux pas dire si c'est ma femme, ai-je dit à l'infirmière. Peut-être que cela vous aidera, a-t-elle dit, soulevant la couverture pour révéler la cuisse gauche de la femme. C'était là, le tatouage. Je n'avais pas vu beaucoup de femmes avec Jiminy Cricket tatoué sur l'intérieur de la cuisse. Elle l'avait fait avant notre mariage, prétendant que cela symbolisait ses parents, Jim et Yvonne, bien que je n'y ai jamais vraiment cru. Pourtant, c'était une preuve suffisante. C'était Joy. La voir allongée dans ce lit d'hôpital était difficile. La seule autre fois où je l'avais vue souffrir autant, c'était le jour de notre rencontre. C'était après un concert de Tool. Mes amis et moi avions une caisse de bière dans le van pour l'after-party quand une fille est venue demander une bière pour son petit ami. Chad lui a dit, tu peux rester et boire un verre, mais on ne lui en donnera pas, elle est partie, et quelques minutes plus tard, j'ai entendu des cris. J'ai couru et je l'ai vu se faire battre par un type, petit avec un sérieux complexe du petit homme. Il criait, où est ma bière, espèce de sorcière, tout en la frappant. Personne n'aidait, alors je suis intervenu, le tirant par le col. Il m'a menacé, mais je n'avais pas peur. Quand il a essayé de la toucher à nouveau, je l'ai mis KO et l'ai aidé à retourner à notre van, où Chad était prêt avec une poche de glace. La sécurité a embarqué le type, et je voulais signaler ce qui s'était passé, mais elle m'a arrêté, en disant, vous en avez assez fait. Personne n'a jamais tenu tête à Garrett. Il va probablement retourner au Wyoming maintenant. Elle était belle, même avec son look gothique. Nous l'avons ramenée chez elle après la fête. Chad, remarquant quelque chose, a dit, je crois qu'elle te kiffe. J'ai balayé ça d'un revers de main, mais j'ai découvert plus tard qu'elle m'avait laissé un mot avec son numéro, appelle-moi, Joy. 2 jours plus tard, je l'ai appelée, et elle a été surprise mais heureuse de m'entendre. Nous avons parlé pendant 1 heure, puis elle m'a rappelé le soir même, et nous avons parlé jusqu'à minuit. Notre premier rendez-vous a eu lieu ce vendredi-là. Nous sommes allés dans un petit restaurant italien, suivi de verres et de danse dans un bar. Quand je l'ai ramenée chez elle, elle a demandé, est-ce que tu essaies de me mettre dans ton lit? J'ai répondu, il y aura bien assez de temps pour ça plus tard. J'aime attendre quelques rendez-vous. C'est plus intéressant comme ça. Je l'ai embrassée sur la joue et je suis rentré chez moi, ne la revoyant pas pendant 3 semaines. Je ne voulais pas l'admettre, mais coucher avec des femmes après le premier rendez-vous semblait toujours mal finir, alors je suis devenu paranoïaque. Nous parlions au téléphone dès que nous le pouvions, mais nos emplois du temps coïncidaient rarement. Quand nous avons enfin eu un week-end de libre, sa tante est décédée, et elle s'est envolée pour la Floride pour les funérailles. Le week-end après son retour, nous sommes allés au cinéma. Quand je suis allé la chercher, son père, Jim, m'a accueilli à la porte. Il a semblé amical au début, me posant des questions sur mon travail et mon parcours, mais a soudainement dit, vous êtes un bien meilleur parti pour Joy que ce loser. Dommage qu'il ne veuille pas me rencontrer. Il m'a rencontré, ai-je répondu. Espérons qu'il reste à l'écart. Jim a acquiescé, marmonnant à propos du type alors que Joy entrait, souriante et portant une robe qui mettait parfaitement en valeur sa silhouette, me faisant reconsidérer ma règle des 3 rendez-vous avant le sexe. Nous n'avons pas couché ensemble cette nuit-là, cependant. Elle devait travailler tôt le lendemain matin et m'a demandé de reporter nos plans. Le week-end suivant, je l'ai emmenée dîner, mais sur le chemin du retour, elle a soudain eu des crampes d'estomac et a eu besoin d'aller aux toilettes. Mon appartement était à proximité, alors je l'y ai conduite en urgence. Après qu'elle ait utilisé les toilettes, je ne m'attendais à rien, mais elle est sortie vêtue uniquement de sous-vêtements rouges et de bottes à talons hauts,
me disant de « retirer ton manteau ». Inutile de dire que j'ai retiré bien plus que ça. Le lendemain matin, nous avons pris le petit déjeuner dans un café voisin et ne sommes pas ressortis avant le dîner du dimanche. En la déposant, elle s'est plainte de son patron qui la faisait travailler le week-end et a plaisanté en disant que j'étais sa substance illicite préférée. Plus tard, en quittant l'hôpital, on m'a remis les effets personnels de Joy et on m'a dit que la police avait déjà tout fouillé. Pendant que je digérais cette information, le téléphone de l'infirmière a sonné. Après avoir parlé à quelqu'un, elle m'a passé le téléphone. C'était l'inspecteur Phillips, me demandant de venir au poste pour un interrogatoire. J'ai accepté, même si je ne pouvais pas me défaire du sentiment que les flics me soupçonnaient d'avoir blessé Joy. Pourquoi le ferais-je, ai-je pensé? Parce que c'est une traîtresse? Je n'avais aucune preuve solide de son infidélité, mais sa présence à Hawaï était suspecte. J'ai essayé de trouver une explication logique. Peut-être qu'elle avait gagné un voyage à Hawaï, pris l'avion pour Denver, loué une voiture et eu des ennuis avant de me le dire. C'était trop étrange, mais je n'avais aucune preuve concrète. Je suis arrivé au poste alors que le soleil se couchait. Une brune, l'inspecteur Phillips, et un homme de grande taille, le shérif adjoint Devon, sont venus à ma rencontre. Phillips semblait amical, mais Devon me regardait comme si j'étais coupable de quelque chose. « Devrais-je prendre un avocat ?» ai-je demandé. « Pensez-vous en avoir besoin ?» a répondu Phillips. « Non, je n'ai rien à cacher. » L'inspecteur Phillips m'a conduit dans une pièce et m'a fait signe de m'asseoir. Devon est allé dans la direction opposée. « Je vais enregistrer notre conversation, monsieur Rigby. Est-ce que ça vous va? » Pas de problème. Désolé pour le truc du connard, ai-je dit, en essayant de dissiper le malaise. Elle a haussé un sourcil. Pardon? Quand je vous ai traité de connard au téléphone. Je pensais que c'était mon ami qui interrompait mon temps pour moi. Elle avait l'air curieuse. Qu'est-ce que le temps pour moi? Je regarde des films sur la Seconde Guerre mondiale quand Joy n'est pas là. Elle déteste ça. À ce moment, Devon est revenu et s'est assis. Prêt, a-t-il demandé. Phillips a appuyé sur un bouton. Pour mémoire, l'inspecteur de Ciré Phillips interroge monsieur Roger Rigby dans le cadre de l'affaire 1256G concernant Joy Tanya Rigby. Monsieur Rigby, veuillez indiquer votre nom, votre âge et votre date de naissance. Mon nom est Roger Ézéchiel Rigby. J'ai 35 ans, né le 16 décembre. Votre adresse et votre profession? 1467 Ouest Danube Avenue, Colorado Springs. Je suis maçon. Où étiez-vous entre 18h hier soir et 8h ce matin? Voyons voir. J'étais à Manitou Springs de 9h à 19h, pour réparer une cheminée. De 19h à 20h30, je rentrais au Jerry's Bar, où je suis resté jusqu'à 23h. Je suis rentré chez moi vers 23h30 et j'y suis resté jusqu'à votre appel. Quelqu'un peut-il le confirmer? A demandé Phillips. Blanche Donovan à Manitou peut confirmer que je travaillais chez elle. Paul Hannibal m'a vu au Jerry's, et mon voisin, Stephen Harper, peut confirmer que j'étais à la maison à minuit, 3h et 6h. Comment Stephen peut-il le confirmer? A demandé Devon. Nous avons tous les deux des chiens qui doivent sortir à ces heures-là. C'est un oiseau de nuit, donc nous nous voyons toujours quand je promène mon chien. Les inspecteurs ont échangé un regard, et Phillips a continué. Quand avez-vous vu votre femme pour la dernière fois? Lundi matin. Je l'ai conduite à l'aéroport pour son vol vers Houston. Pourquoi allait-elle à Houston? Pour la réunion annuelle de son entreprise. Seuls les meilleurs vendeurs y vont, et c'était sa 3e année. Que fait votre femme? Elle vend des assurances-vie pour Trans-United. Vous savez, ces publicités agaçantes avec le vieil homme qui dit à un enfant de se préparer à l'inévitable. Les deux inspecteurs ont hoché la tête. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois porter sa valise? A demandé Phillips. À l'aéroport. Je l'ai déposée avant d'aller travailler. Avez-vous pris le petit déjeuner ensemble? Non, nous allions le faire, mais elle a oublié son sac, alors nous avons dû retourner à la maison pour le récupérer. Comment a-t-elle oublié ses bagages? Elle pensait que je l'avais pris quand j'ai fait chauffer la voiture,
mais je n'ai pas remarqué qu'il était encore sur le lit jusqu'à ce que nous soyons presque à l'aéroport. Phillips a hoché la tête et a demandé, « À quelle fréquence votre femme part-elle en voyage d'affaires » 2 fois par an, 2 semaines en février pour la réunion générale et 2 semaines en août pour une formation à Indianapolis. Et la réunion générale a lieu à Houston chaque année? Non, ça change. L'année dernière, c'était Los Angeles, et l'année d'avant, New York. Après s'être concerté avec Devon, Phillips a demandé, « Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait vouloir faire du mal à votre femme ?» Pas que je sache, à part peut-être certains de ses clients. Pourquoi voudrait-il lui faire du mal? Eh bien, l'entreprise a une tactique de vente douteuse. Les gens s'inscrivent pour un kit d'information gratuit pour enfants, puis ma femme le livre et essaie de leur vendre une assurance vie. Certaines personnes s'énervent passablement. A-t-elle rencontré des clients à Hawaï? Je n'en ai aucune idée. Elle était censée être à Houston. Pensez-vous qu'elle aurait pu être avec quelqu'un à Hawaï? J'ai soupiré et j'ai donné aux inspecteurs une liste des collègues de Joy. Certains d'entre eux ont peut-être voyagé à Houston avec elle. Peut-être qu'ils peuvent expliquer pourquoi elle n'y était pas. Devon a soupiré et a regardé Phillips, qui semblait satisfaite pour le moment. Vous pouvez y aller, monsieur Rigby. Vous rentrez chez vous ce soir, a demandé Phillips. Non, je vais trouver un motel. Après l'heure habituelle, nous vous tiendrons au courant, j'ai quitté le poste. En retournant à l'hôpital, j'ai réalisé que j'avais plus de questions que de réponses. Est-ce que Joy se jouait de moi? Il y a moins d'une semaine, je l'ai déposée à l'aéroport pour son voyage à Houston, et maintenant elle était dans un hôpital à Hawaï. À l'hôpital, on m'a dit que les heures de visite étaient terminées et que je pouvais revenir à cette heure. J'ai demandé des recommandations d'hôtel aux gardes, et il a plaisanté, Hawaï pendant la saison de ski, pas cher signifie rester chez des parents. J'ai ri poliment et je me suis dirigé vers ma voiture, me rappelant que j'avais encore les affaires de Joy. J'ai vérifié la liste d'inventaire mais je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Parmi les objets non restitués se trouvait un flacon de Percocet sur ordonnance, que Joy avait gardé après des soins dentaires. Pourquoi transportait-elle encore ces pilules? Puis j'ai remarqué ses bottes. Joy les emportait toujours en voyage, et je me suis souvenu qu'elle y cachait une carte clé. Effectivement, j'en ai trouvé une, mais elle était complètement vierge, pas de logo ni de marque d'identification. Maintenant, j'ai la clé de sa chambre, mais où est son téléphone? Il ne figurait ni dans l'inventaire ni dans son sac à main. C'est un bon signe, ai-je pensé. Il y a quelque temps, mon voisin Steven a développé une application de suivi de téléphone après que son partenaire n'arrêtait pas de perdre le sien. Joy avait déjà perdu le sien, alors j'avais également installé l'application sur son téléphone. J'ai ouvert l'application, entré son numéro et j'ai vu que j'étais à 4 miles de son téléphone. J'ai démarré la voiture et suivi les indications vers la montagne, arrivant à une station de ski remplie de lodges luxueux. J'ai garé la BMW de Joy parmi les Lexus et les Audi et me suis dirigé vers l'un des lodges. L'application indiquait que le téléphone de Joy était dans la chambre 114. J'ai essayé la carte clé. Rien. J'ai monté les escaliers et j'ai essayé la 214, puis la 314. La carte clé a finalement fonctionné. Et maintenant, ai-je pensé. Dois-je confronter la personne à l'intérieur ou appeler les flics? J'ai écouté à la porte mais n'ai rien entendu. Hésitant un instant, j'ai passé la carte clé et j'ai ouvert la porte. La pièce était sombre, éclairée uniquement par le couloir derrière moi. Je suis entré et j'ai allumé la lumière. La pièce semblait étrange, trop propre, comme si quelqu'un avait essayé de la faire paraître intacte. Le lit était fait, mais la couette pendait de manière inégale. La valise de Joy était posée sur le lit, soigneusement emballée. Son téléphone chargeait sur la table de nuit, et son ordinateur portable était sur une petite table près de la fenêtre. Ça a l'air d'une mise en scène, ai-je pensé. Il ne semblait pas que quelqu'un ait dormi ici, mais ce n'était pas non plus nettoyé par des professionnels. J'ai décidé de regarder de plus près. Je suis allé dans la salle de bain et j'ai remarqué quelques taches humides sur le lavabo, comme si quelqu'un avait essayé de nettoyer sans utiliser de produits de nettoyage appropriés. Le savon était dans la douche, et les serviettes, bien que soigneusement empilées, étaient humides en bas. Quelqu'un avait tenté de brouiller les pistes, mais pas très bien. De retour au lit, j'ai retiré la couverture.
Les draps étaient froissés comme si quelqu'un y avait dormi, mais il n'y avait aucun signe de violence, pas de sang ni de tissu déchiré. Que s'est-il passé ici, me suis-je demandé. Je me suis assis à la table et j'ai pris le téléphone de Joy. Elle n'utilisait jamais de mot de passe, donc j'y ai accédé facilement. Pendant que son ordinateur portable démarrait, j'ai appelé ma sœur, Beth, pour lui demander de s'occuper de mon chien, puis j'ai passé l'appel plus difficile à mon beau-père, Jim, en expliquant ce que je savais. J'espère que ce n'est qu'un malentendu, ai-je dit, en essayant de rester calme. Jim a soupiré, appelle-moi quand tu en sauras plus. Ensuite, j'ai appelé mon cousin Hugh, un inspecteur, et lui ai demandé de contacter la police de Vail. Il a accepté et a dit qu'il me tiendrait au courant. J'ai fait une dernière démarche et j'ai appelé le lodge, demandant « Joey Rigby » ou « Joey McIntyre ». Personne de ce nom n'était enregistré. À ce moment-là, l'ordinateur portable de Joy avait démarré, mais son historique de navigation et ses emails avaient été effacés. Elle n'effaçait jamais rien, donc c'était étrange. J'ai vérifié son téléphone, ses messages textes avaient également disparu. Quelqu'un couvre ses traces, ai-je pensé. J'ai ouvert sa valise et j'ai trouvé un tailleur, 3 robes de cocktail et beaucoup de lingerie. Ce n'est pas une garde-robe de voyage d'affaires, ai-je réalisé. Je savais maintenant que le divorce était probable. Le lendemain matin, après une douche rapide, j'ai quitté la chambre avec le téléphone et l'ordinateur portable de Joy, mais j'ai laissé sa valise intacte. J'avais passé la nuit sur une chaise près de la table, incapable de dormir dans le lit. Après un café, j'ai appelé l'inspecteur Phillips pour signaler la carte clé que j'avais trouvée. Elle a organisé une rencontre une demi-heure plus tard. Après avoir tourné un peu dans Vail, j'ai retrouvé Phillips au poste de police. Elle m'a salué et m'a conduit à son bureau, où je lui ai remis la carte clé. « Vous avez l'air d'un homme dont le monde s'est effondré », a-t-elle dit avec sympathie. « Je pense que je vais perdre ma femme à cause de ça. » J'aimerais entendre son explication, mais je doute de pouvoir la croire, ai-je répondu. « Ne perdez pas encore espoir, a-t-elle dit, bien que son visage suggère le contraire. Je l'ai remercié et je me suis dirigé vers l'hôpital, où j'étais autorisé à rendre visite à Joy pendant 15 minutes toutes les 2 heures. Lors d'une visite, je la fixais, espérant qu'elle se réveillerait et expliquerait tout. Juste à ce moment-là, le docteur Benson est venu me voir. Il a expliqué que Joy se remettait mais a recommandé de la transférer à Denver pour une meilleure rééducation. Il a mentionné sa blessure à la tête et un possible dommage cérébral, mais je ne pouvais me concentrer que sur l'incertitude de ce qui s'était réellement passé. J'ai signé les papiers pour transférer Joy et j'ai demandé si je pouvais m'occuper du reste à Saint-Lucas sur le chemin du retour. « Où habitez-vous » a demandé le médecin. « Colorado Springs » ai-je répondu. Il a semblé inquiet et a passé un appel. Quelques minutes plus tard, il est revenu. « Le plan est modifié » a-t-il dit. « Nous allons la transférer à Saint-Augustin à Colorado Springs. C'est tout aussi bien, et ce sera plus facile pour votre famille de lui rendre visite. » J'ai signé de nouveaux papiers, j'ai rendu une dernière visite à Joy et j'ai quitté l'hôpital les larmes aux yeux. Au moins, c'est normal de pleurer dans un hôpital, ai-je pensé. Partout ailleurs, les gens me dévisageraient. En sortant de Vail, j'ai appelé Jim et je l'ai mis au courant. Quand je suis rentré à la maison, j'ai vu la Jeep de ma sœur Beth dans l'allée, et je me suis senti soulagé. Piper, ma Doberman, m'a accueilli à la porte, et Beth attendait là. Elle m'a regardé et a su que quelque chose n'allait pas. Je l'ai serré dans mes bras, je lui ai dit que je l'aimais, et tout est sorti. Je me suis effondré, pleurant la fin de mon mariage. Beth est restée avec moi tard dans la nuit, essayant de me faire manger, mais je n'avais pas faim. Je devais encore tout dire à Jim, et elle est venue avec moi pour ça. Quand j'ai fini d'expliquer à Jim et Yvonne, j'ai vu un changement sur le visage de Jim. Il n'était plus sûr que Joy ne lui ait pas fait de tort. Il avait arboré cette même expression une fois auparavant, lors d'un moment difficile de notre relation. Nous sortions ensemble depuis plusieurs mois, et un soir, Joy a annulé nos projets pour le week-end. J'étais agacé mais j'ai accepté. Puis, j'ai entendu Jim en arrière-plan crier, dis à ce fils de sorcière qu'il a intérêt à me rencontrer. Inquiet, je suis allé chez eux. Jim m'a accueilli à la porte, furieux. Tu ne vaux pas mieux que cet autre connard. Si tu comptes faire du mal à ma fille, viens t'en prendre à moi. Choqué,
j'ai répondu, faire du mal à votre fille? De quoi parlez-vous? Joy et Yvonne sont sortis, et j'ai vu que Joy avait un œil au beurre noir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ai-je demandé. Jim a crié, tu l'as frappé. J'étais abasourdi, mais Joy est rapidement intervenu. Il ne m'a pas touché, papa. J'ai dîné avec Garrett, et nous nous sommes disputés. Je suis parti, trop en colère et blessé pour rester. Jim a essayé de s'excuser, mais j'ai dit à Joy, c'est fini entre nous. J'ai conduit sans but jusqu'à ce que je me retrouve près de chez Garrett. J'ai frappé à sa porte, et quand il a ouvert avec un sourire narquois, je l'ai frappé au visage. J'ai continué à le frapper jusqu'à ce qu'il ne réagisse plus, puis je lui ai donné quelques coups de pied supplémentaires pour la bonne mesure. En remarquant des cartons de déménagement dans sa caravane, j'ai demandé, tu déménages? Il a gémi, et je l'ai frappé une dernière fois. Bon voyage, ai-je dit avant de partir. Quand je suis rentré chez moi, j'ai mis de la glace sur mes jointures. Le téléphone a sonné, et sans vérifier qui appelait, j'ai répondu. C'était Joy, suppliant, Roger, s'il te plaît. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse finir. Le téléphone a sonné à nouveau presque immédiatement, mais cette fois j'ai vérifié. C'était Joy. Je l'ai laissé sonner. Pendant l'heure suivante, le téléphone a sonné par intermittence avant de finalement s'arrêter. 10 minutes plus tard, il a recommencé. Agacé, j'ai vérifié, m'attendant à Joy, mais c'était mon cousin, Hugh. Salut, Zek, a-t-il dit. Il était le seul à m'appeler par mon deuxième prénom, un surnom de famille. Quoi de neuf, Hugh? Juste pour te prévenir. La police de Colorado Springs a reçu un appel concernant Garrett Jiménez qui serait en mauvais état. Il a dit aux flics qu'un grand type lui avait botté le cul. Tu ne saurais rien à ce sujet, par hasard? J'ai ri. Non, aucune idée. Mais merci pour l'avertissement. Fais attention, Zek. Si quelqu'un fait le lien avec toi, ça pourrait devenir compliqué. Peu de temps après, la police s'est présentée à ma porte, mais j'étais préparé. J'avais sorti mon équipement de hockey, et les éraflures sur mes jointures ressemblaient au résultat d'un match difficile. J'ai dit à l'officier que je m'étais entraîné, et comme je jouais pour une équipe sponsorisée par la police, il a semblé satisfait. Le samedi, j'ai patiné à fond, me préparant pour la saison à venir. En rentrant chez moi, j'ai vu plusieurs mots épinglés sur ma porte, la plupart de Joy, mais un de Jim, s'excusant d'avoir supposé le pire et me demandant de ne pas en vouloir à Joy. J'ai appelé Jim, le rassurant, ce n'est pas grave. Vous avez réagi comme n'importe quel père l'aurait fait. Ce n'est pas de votre faute si Joy ne vous a pas dit la vérité. Merci, mon fils. Veux-tu parler à Joy? Je pouvais l'entendre supplier en arrière-plan, mais j'ai répondu fermement, non, Jim. Elle savait comment était Garrett, et elle t'a laissé penser que je l'avais frappé. Elle a gâché nos projets pour que je ne voie pas son visage. Je comprends, a dit Jim, déçu. Je suis désolé, Jim, mais je n'ai pas de temps à perdre avec les femmes qui trompent. Alors que je finissais d'expliquer tout à Jim et Yvonne dans le présent, j'ai vu que Jim revivait ce souvenir. Je suis content qu'il l'ait amené ici, mon fils, mais j'espère que tu ne prévois rien de radical. Non, monsieur, les jeux assurés. Je n'engage pas encore d'avocat, mais Joy a beaucoup d'explications à donner. Quoi qu'il arrive, Roger, Yvonne et moi te considérons toujours comme de la famille. J'espère que tu ne nous sortiras pas de ta vie. Je ne le ferai pas, ai-je promis. Sur le chemin du retour, Beth a demandé, est-ce que ça ira? Ai-je le choix? Je ne vais pas me recroqueviller et mourir. Je suis désolé que cela arrive. Si elle a triché, y a-t-il une chance que vous restiez ensemble? Non, ai-je dit fermement. Je ne vais pas devenir un de ces maris paranoïaques qui suit chaque mouvement de sa femme. Beth a soupiré. Maman a demandé de tes nouvelles. Elle t'aime. Peut-être que tu devrais lui parler. J'ai secoué la tête. Pour qu'elle me dise que tromper est normal? Non, merci. Beth était protectrice envers maman, surtout après que notre frère Daniel soit allé en prison. Elle m'avait demandé de lui rendre visite plus souvent, mais après une visite où maman a défendu les choix de Daniel, je suis parti.
Je n'allais pas accepter que quelqu'un me dise que tromper était acceptable. Je ne veux juste pas que tu prennes une décision que tu regretteras, a dit doucement Beth. Ne t'inquiète pas. Je m'assurerai d'avoir les réponses d'abord. Après que Beth m'ait déposé, je me suis dirigé vers chez Steven et Joe. J'ai donné l'ordinateur portable de Joy à Steven, et il a immédiatement commencé à le fouiller. Pendant que je le mettais au courant, il a demandé s'il pouvait le garder un jour ou deux pour creuser plus profondément. Ça ne me dérangeait pas Joe, essayant de détendre l'atmosphère, a plaisanté, je pourrais t'arranger un coup avec ma cousine si tu veux. J'ai ri. À moins qu'elle ait des bonnets et qu'elle soit rasée, ça ne m'intéresse pas. Prude, a taquiné Joe, mais je savais qu'il essayait juste de me faire rire. Je me suis assis avec Joe, buvant une bière pendant que Steven se concentrait intensément sur l'ordinateur portable de Joy. Joe, se préparant à aller au lit car il devait se lever tôt, m'a fait un sourire malicieux. Je vais rêver de ta voisine sexy et fraîchement célibataire, a-t-il plaisanté. J'ai souri. Madame Jasper. Elle est veuve depuis une éternité. Joe Harry m'a souhaité une bonne nuit et est monté. Steven est resté collé à l'ordinateur portable. Quand je suis parti, j'ai sorti Piper. Nous avons joué rapidement à nous attraper, mais le froid l'a décidé qu'il était temps de rentrer après quelques lancers. Je me suis glissé dans le lit avec Piper à mes côtés. Joy avait toujours détesté que Piper dorme sur le lit, mais je ne me souciais plus de ses opinions. Malgré la présence de Piper, mon sommeil agité n'était pas entièrement de sa faute. Le lendemain matin, j'ai pris un café et me suis distrait avec la section des sports jusqu'à 8 heures. À 9 heures, j'étais assis dans le bureau de Bernie Jag, le patron de Joy. « Que puis-je faire pour toi, Brian ?» a demandé Bernie joyeusement, bien qu'il m'ait toujours appelé par le mauvais prénom. Je l'ai ignoré. « Pouvez-vous me dire pourquoi ma femme quitterait la convention de Houston pour aller à Vail ?» Bernie avait l'air perplexe. « Vail ? Je ne l'ai pas envoyé à Houston. Cette réunion était pour les agents plus récents, pas pour les agents de gestion comme Joy. » J'ai senti l'irritation monter. Et ces réunions de formation à Indianapolis ? Celles-ci ne durent que quelques jours. Nous partons le dimanche et revenons le jeudi. Quelque chose a fait tilt, et j'ai demandé, a-t-elle pris 2 semaines de congé et séjourné ailleurs ? Bernie avait l'air mal à l'aise. Roger, parfois les gens font des choix difficiles à comprendre. Je suis désolé si cette nouvelle te blesse. La colère a éclaté en moi. Avec qui était-elle ? Bernie a hésité. Promets-moi que personne ne sera blessé. Je l'ai regardé froidement. Bernie, ma femme est dans le coma. Je ne ferai de mal à personne. Il a soupiré et m'a donné le nom. Mon cœur s'est serré. Cette petite fouine. 1 heure plus tard, mon cousin Hugh a appelé. Comment vas-tu, Zek ? Je vais bien. Quoi de neuf ? Nous avons découvert qui a loué la chambre où séjournait Joy. Nous allons l'inviter pour un interrogatoire, et s'il refuse, nous l'arrêterons. Puis-je être là quand vous l'interrogerez ? Jeb a déjà accepté. Je t'appellerai quand ce sera fixé. J'ai passé les heures suivantes à l'hôpital, rencontrant l'équipe spécialisée dans les traumatismes crâniens de Joy. Une partie de moi voulait l'abandonner, mais je savais que je n'avais pas encore toutes les réponses. Jim et Yvonne sont arrivés 1 heure avant le transfert de Joy de Vail. Je leur ai dit ce que j'avais appris. Jim était choqué, et Yvonne m'a supplié d'attendre avant de prendre des décisions finales. J'ai promis que je ne ferais pas de mal à Joy, mais je n'étais pas sûr que d'attendre soit la bonne décision. Quand Jim m'a demandé si je pouvais surmonter ça, j'ai répondu honnêtement, je ne sais pas. Je ne peux plus lui faire confiance. J'ai vu ce que la méfiance a fait à mon père, et je ne veux pas finir comme lui. Yvonne, pleine d'espoir, a dit, mais tu l'as déjà reprise auparavant. Oui, mais nous n'étions pas mariés à l'époque, et elle ne me mentait pas comme ça, ai-je répondu. Je n'ai pas vu Joy pendant 3 semaines après la bagarre avec Garrett. Au milieu de la 2e semaine, elle a cessé d'appeler. 1 semaine plus tard, quand j'ai arrêté d'éviter les appels, j'ai réalisé que nous n'avions jamais officiellement déclaré notre relation exclusive. Elle voyait toujours Garrett. Je ne l'ai pas appelée, et elle a supposé que nous étions en couple,
mais le fait qu'elle ait laissé son père penser que je l'avais touché était rédhibitoire pour moi. Après l'entraînement de hockey, alors que je me dirigeais vers mon appartement, j'ai trouvé Joy assise près de ma porte. « Je n'ai pas répondu à tes appels, alors tu es venu ici ?» ai-je demandé. « Tu es obligé d'être un tel trou du cul ? Tu m'as manqué. » « Oh, vraiment ? Peut-être que tu as manqué pendant que ton petit ami était encore au lit. Alors tu es en colère à propos de Gareth ? Non, ce n'est pas ce qui me dérange. Je suis furieux que tu aies laissé ton père croire que je t'ai frappé. Je suis entré, et elle m'a suivi. Nous n'avons jamais convenu d'être exclusifs, donc je ne peux pas être en colère que tu aies couché avec lui. Mais je suis en colère de ne pas avoir vu les choses clairement plus tôt. J'ai jeté mon équipement de côté et j'ai continué, nous avons passé de bons moments, mais tu sembles préférer les gars qui ne peuvent pas gérer leurs problèmes et te battent. Très bien. C'est fini. Tu as fini, a-t-elle demandé en pleurant. Oh, j'ai fini. Je ne comprends juste pas pourquoi tu es encore là. Écoute, je suis désolé d'avoir laissé mon père penser que je t'avais fait du mal. J'ai annulé notre rendez-vous pour que tu ne fasses pas quelque chose qui t'attirerait des ennuis. J'ai laissé mon téléphone à la maison quand je suis allé voir Gareth. Tu ne me dois aucune explication. C'est fini. Non, tu dois écouter. Je suis allé voir Gareth parce qu'il déménageait au Wyoming. Quand j'ai refusé de l'accompagner, il m'a battu. Je me suis caché chez Julie et je suis rentré à la maison pour t'appeler, mais mon père m'a vu avant. Tu connais le reste. D'accord, j'ai écouté. Maintenant, j'ai une fenêtre pour prendre une douche. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai demandé, tu veux te joindre à moi. Je n'ai pas eu à le demander 2 fois. Cette nuit-là, nous avons décidé d'être exclusifs. 3 semaines plus tard, elle a emménagé, et 8 mois après, nous nous sommes mariés. La seule autre fois où Gareth a été mentionné, c'est quand elle m'a dit qu'il était mort dans un accident de voiture au Wyoming, et qu'elle était allée à ses funérailles. Maintenant, une décennie plus tard, Joy est transférée aux soins intensifs de Saint-Augustine. Les médecins disent qu'elle a de bonnes chances de se rétablir. Plus tard, en attendant à l'hôpital, Hugh m'a envoyé un texto pour me dire que Cal Davis serait interrogé à 4 heures du matin. J'ai dit à Jim et Yvonne que j'avais un rendez-vous et je suis parti. À la maison, je me suis habillé en costume cravate, sachant que le shérif Jeb Hannibal s'attendrait à ce que j'aie l'air professionnel pendant l'interrogatoire. Quand je suis arrivé au bureau du shérif, Hugh m'a accueilli. La police de Vail se joindra par vidéo. Tu seras assis hors de vue, et souviens-toi, ne parle pas. Ça pourrait compromettre l'affaire. Je sais. Je ne l'attaquerai pas non plus, les jeux assurés. Nous sommes entrés dans le bâtiment, et j'ai aperçu Catherine Shepard, la fille du lycée qui semblait toujours hors de ma portée, encore plus magnifique que dans mes souvenirs. Des adjoints l'ont escortée dans la pièce, et Hugh m'a taquiné, arrête de baver, Zek. À l'intérieur, le shérif Jeb a souri. J'ai toujours voulu faire ça. Il a sorti un badge et m'a fait shérif adjoint pour que je puisse rester dans la pièce en tant que membre des forces de l'ordre. Ensuite, il m'a serré dans ses bras. Ton père était un grand flic, et je sais que tu en seras un aussi si tu finis un jour ce diplôme. Hugh et moi avons quitté le bureau de Jeb, mon nouveau badge en évidence, alors que mes pensées dérivaient vers Catherine Shepard. J'avais toujours su qu'elle était hors de ma portée, mais je me demandais si même elle aurait fini par tricher comme les autres femmes de ma famille. Peut-être que c'était juste comme ça pour nous. Daniel serait probablement d'accord. Nous sommes entrés dans la pièce, et Hugh m'a indiqué une chaise hors du champ de la caméra. Il s'est assis à la table, installant la vidéoconférence. Bientôt, l'inspecteur Phillips et un autre officier nous ont rejoints via haut-parleur. Un adjoint du shérif a fait entrer un type à l'allure lisse, Cal Davis. Il avait ce look de vendeur, toujours souriant, même dans une pièce pleine de flics. Je ne l'avais jamais rencontré, mais je le connaissais de nom, le mentor de Joy. Monsieur Davis, a commencé Hugh, cet entretien est enregistré. Pas de problème, a répondu Cal avec confiance. Hugh a présenté l'équipe, y compris Phillips et l'inspecteur Albert de Vail. Puis il a demandé à Cal s'il comprenait ses droits et acceptait de parler sans avocat. Cal a accepté. Alors que les questions de routine sur les allées et venues de Cal commençaient, j'ai vite réalisé que ce type n'était pas celui qui avait blessé Joy.
Il couchait avec elle, bien sûr, mais il ne semblait pas du genre à tout risquer en devenant violent. Puis Phillips a posé la question que j'attendais. Monsieur Davis, où étiez-vous de vendredi à dimanche? Cal a expliqué qu'il était à Houston pour une réunion de travail et qu'il avait passé le week-end avec sa femme. Mais quand Hugh a dit qu'ils appelleraient son patron pour confirmer, la confiance de Cal s'est effondrée. Son visage bronzé a pâli alors qu'il demandait « Puis-je vous dire quelque chose en privé, sans que ma femme le sache ?» Il n'a pas fallu longtemps à Cal pour avouer une liaison de 6 ans avec Joy. Il était visiblement secoué quand il a appris qu'elle était à l'hôpital. Il a affirmé qu'il s'était rendu à Denver le vendredi, où Joy lui avait dit qu'elle avait gagné un voyage à Hawaï. Il l'a déposée à l'aéroport, et elle m'a appelé pendant qu'il était avec elle. Il a dit qu'il était rentré chez lui et que sa femme pouvait le confirmer. Après quelques questions supplémentaires, Hugh a dit à Cal qu'il était libre de partir mais de ne pas quitter la ville. Avant de partir, Cal a demandé à me parler en privé. J'ai accepté, et une fois seul, il avait l'air abattu, loin de l'homme confiant qui était entré plus tôt. « Roger, tu sais qui je suis, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé. « Évidemment. Tu as l'air de me connaître aussi. » Joy garde ta photo sur son bureau et dans son kit de présentation. Elle t'aime, tu sais. J'ai ricané. Non, elle ne m'aime pas. Si c'était le cas, nous ne serions pas là. Mais je l'aime aussi, a soupiré Cal. Je l'aime, Roger, et ma femme. Elle est au courant de mes sentiments pour Joy. Ça a commencé quand je l'ai interviewée pour mon équipe. Nous avions une alchimie, et un jour, après une présentation manquée, nous avons déjeuné près d'une base militaire et nous avons fini par faire l'amour dans un hôtel voisin. Nous nous sentions tous les deux coupables, mais nous ne pouvions pas nier l'alchimie. Pas assez coupables pour arrêter, apparemment, ai-je dit sarcastiquement. Ce n'était ni vulgaire ni de mauvais goût, Roger. Joy et moi avions quelque chose de réel. Désolé, je ne voulais pas insulter votre petite histoire d'amour, ai-je répondu en me moquant de lui. Je comprends ta colère, a dit Cal, l'air sincèrement peiné. Mais je ne regrette pas d'avoir aimé Joy. Pas le moins du monde. Je n'arrivais pas à croire les bêtises qui sortaient de la bouche de Cal. Je voulais le frapper, mais je me suis retenu. Joy n'était plus mon problème. Donc ça ne te dérange pas que ta femme s'enfuit avec quelqu'un d'autre 2 fois par an, ai-je demandé. Non, ça a été assez difficile de la partager avec toi. Tu peux la voir maintenant, a-t-il dit. Tu me dis de la partager? Tu es stupide? Je ne savais même pas que je la partageais. Si je l'avais su, nous n'aurions pas été ensemble parce que je ne tolère pas l'infidélité. Tu as raison. C'est pourquoi vous deux êtes partis en voyage, Mexico, San Diego, Rio. Moi, je suis allé à Miami, Hawaï, et plus encore. Nous avions un système. Une semaine l'un avec l'autre, puis une semaine avec nos conjoints. Joy est partie pendant 2 semaines, et je ne savais que pour Miami. Alors où était-elle le reste du temps? Cal s'est mis à pleurer. M'a-t-elle aussi trompé? Au revoir, Cal. Elle est à l'hôpital Saint-Augustine, chambre 2410. Dis à son père que je le contacterai. Alors que je me tournais pour partir, il a demandé, tu ne vas pas le dire à ma femme, n'est-ce pas? Je ne connais même pas ta femme. Pourquoi lui ferais-je du mal? La culpabilité te rongera. Amuse-toi bien à vivre avec ça. Hugh attendait dans le couloir. Désolé, Zek. Je pensais que nous tenions le bon. Je savais que ce n'était pas lui qui l'avait blessé. Mais comment cela a-t-il pu se passer sous mon nez? Juste à ce moment, nous avons entendu du bruit. La femme de Cal, Katrina Shepard, le giflait. Espèce de salaud infidèle. Ne rentre pas à la maison. En passant devant moi, elle m'a serré fort dans ses bras en sanglotant. Je suis tellement désolé. Ce n'est pas ta faute. Nous avons juste épousé des tricheurs, ai-je dit. Elle a ri à travers ses larmes. J'en ai essuyé une et j'ai dit, j'espère que les choses s'arrangeront pour toi. Bonne chance à toi aussi, Roger, a-t-elle dit, m'embrassant sur la joue avant de partir. J'ai regardé Hugh et j'ai dit, il avait ça à la maison, mais il avait besoin de Joy. Certains gars veulent juste ce qu'ils ne peuvent pas avoir, a répondu Hugh.
Nous nous sommes dirigés vers le bureau de Jeb, où j'ai rendu mon badge et écouté le sermon habituel sur le fait de devenir flic. J'avais déjà tout entendu, mais peut-être qu'un jour j'écouterai. Les jours suivants ont été stressants. J'ai passé le mardi à trouver un avocat pour me protéger dans le divorce. Heureusement, Joy et moi n'avions pas d'enfants. Piper était à moi, et la maison appartenait à sa grand-mère, donc je n'avais pas besoin de me battre pour elle. Mon frère et moi avions hérité de la maison de mon père, et j'étais content de ne pas avoir à déménager dans un appartement bon marché. Joy avait été en colère quand je m'étais battu pour garder la maison après l'arrestation de Daniel, mais je savais que ça en valait la peine. Maintenant, j'étais content de l'avoir. Mardi en fin de journée, je suis allé à l'hôpital. Jim était là, et quand il m'a vu, il a juste secoué la tête. « Depuis combien de temps ?» a-t-il demandé. « 6 ans, au moins. »« Depuis qu'elle a commencé à vendre des assurances ?» ai-je répondu. « Mais il pourrait y en avoir plus. » Je n'arrive pas à croire que ma fille ait fait ça. Moi non plus. Je ne l'aurais pas épousée si j'avais su. Je lui ai raconté tout ce que Cal avait avoué. Jim a soupiré. Je me suis toujours demandé pourquoi elle avait arrêté de prendre des photos lors de ses voyages. Elle prenait des photos partout, même à Denver. Pourquoi n'ai-je pas remarqué? Moi non plus, lui ai-je dit. Je ne visiterai plus l'hôpital. Je ne peux plus lui parler. Jim a compris et m'a demandé si je resterais à la maison jusqu'à ce que Joy se rétablisse. J'ai accepté, lui disant que je ne demanderais pas le divorce avant qu'elle aille mieux. J'ai réalisé qu'il me manquerait, ainsi qu'Yvonne. Ils m'ont traité comme de la famille, et ce n'était pas de leur faute s'ils avaient élevé quelqu'un qui nous avait trahis tous les deux. Mercredi, j'ai passé la journée à travailler sur la réparation d'une cheminée et j'ai eu un match de hockey le soir. J'ai joué de manière agressive, passant une grande partie de la première période au banc des pénalités. Après une autre pénalité en deuxième période, l'entraîneur, un ami proche de Paul, m'a retiré du match, sachant que j'avais des problèmes personnels mais ne voulant pas que je sois expulsé de la ligue. Quand je suis rentré à la maison, j'étais de mauvaise humeur à cause de la défaite, m'en voulant d'avoir laissé mes problèmes personnels affecter ma performance. Mes coéquipiers ne m'ont pas laissé prendre le blâme, et quelques-uns ont même proposé de s'en prendre à Cal pour moi, bien que je n'ai peut-être pas refusé assez clairement. Après avoir sorti Piper, j'étais sur le point de rentrer quand Steven m'a appelé, disant qu'il passerait bientôt. J'ai supposé qu'il avait trouvé quelque chose sur l'ordinateur portable de Joy. La veille au soir, j'avais parcouru nos factures et relevés, mais rien ne semblait suspect. La seule chose étrange était que Joy avait appelé son amie Fiona plus souvent avant ses voyages, généralement une fois par mois mais plus fréquemment à l'approche des voyages. Je soupçonnais Fiona d'en savoir plus que moi, mais je n'ai pas pu la joindre quand j'ai essayé d'appeler. Je regrettais aussi de ne pas avoir le téléphone de Joy. Steven est arrivé, l'air excité. « Que as-tu trouvé ?» ai-je demandé. « Prends une bière, et je te montrerai, » a-t-il dit. Nous nous sommes assis au bar pendant qu'il ouvrait l'ordinateur portable de Joy. Celui qui a effacé les données savait ce qu'il faisait, a dit Steven. Il y a des programmes ici qui lui permettent d'utiliser Internet sans laisser de traces. Heureusement, j'ai eu l'aide d'un ami du ministère de la Défense. Joy est une sorte de génie de l'informatique? Non, elle utilise le même mot de passe pour tout. Quelqu'un d'autre a configuré ça. Je pense à Fiona. Steven a découvert que Joy avait des comptes email et bancaires cachés. Je lui ai parlé des voyages que j'avais appris de Cal, et ses yeux se sont agrandis. Il a également découvert des mots d'amour et des emails supprimés, certains adressés à Cal, d'autres à un certain Garrett. Enfoiré, ai-je marmonné. Steven m'a montré comment accéder au compte bancaire caché, qui contenait plus de 10 000 $. J'ai pris des dispositions pour que les fonds soient transférés sur notre compte joint et j'ai fermé le compte secret. J'ai également changé toutes les informations de contact pour être informé de toute activité. Plus tard, j'ai appelé l'inspecteur Phillips, même s'il était tard. Je lui ai parlé du compte bancaire et du fait qu'une carte de débit manquait dans les affaires de Joy. Je lui ai également donné une description de Garrett et des endroits où la carte avait été utilisée récemment. Merci pour l'info, a-t-elle dit. Tu sais, tu devrais envisager de devenir flic. J'entends ça souvent, ai-je répondu. Nous nous sommes souhaité une bonne nuit, et en raccrochant, j'ai envié et plaint son mari.
Être marié à une flic n'était pas facile, comme je l'avais vu avec mes propres parents. Le lendemain matin, j'ai sorti Piper et j'ai revu Steven. « Et, Steven, tu as toujours accès aux bases de données du service des immatriculations ?» ai-je demandé. « Toujours », a-t-il répondu avec un sourire. Je lui ai donné un nom à vérifier avant de lui souhaiter une bonne nuit et de rentrer, épuisé par la longue journée. Le lendemain matin, Jim a appelé pour dire que les médecins s'attendaient à ce que Joy se réveille bientôt. « As-tu pensé à lui pardonner ?» a-t-il demandé. « Non », ai-je dit, expliquant que je continuais à découvrir d'autres mensonges. Il a été dévasté quand je lui ai parlé de la liaison de Joy, mais je n'ai pas mentionné le compte bancaire secret. Plus tard, Steven est arrivé avec des nouvelles. « Tu ne vas pas croire ça », a-t-il dit. Il m'a montré que Joy n'avait pas entièrement menti sur le fait d'aller aux funérailles de Garrett. Elle était allée à Laramie pour les funérailles de Fiona, la sœur de Garrett. C'est à ce moment-là que leur liaison a probablement commencé. C'était encore pire. L'année où Joy m'a appelé pour la rejoindre à Miami, Garrett était en prison pour vol à l'étalage. Sa libération conditionnelle lui interdisait de quitter le Colorado, ce qui expliquait pourquoi leurs voyages étaient devenus plus locaux. J'ai appelé mon avocat pour lui faire part de mon plan, et il m'a assuré que cela pouvait être géré légalement. Maintenant, je n'avais plus qu'à attendre que Joy se réveille. 2 semaines après être sorti de son coma, Joy a été interrogée par la police. J'ai suivi l'inspecteur Phillips et l'inspecteur Albert dans le couloir. Garrett avait été arrêté après avoir tenté d'intimider un employé de banque pour qu'il lui donne de l'argent d'une carte émise au nom de Joy Rigby. La banque avait signalé la carte comme volée, et la sécurité l'a détenue jusqu'à l'arrivée de la police de Denver. Son agent de probation était également intéressé de savoir pourquoi il avait quitté Denver sans permission, il a donc été placé en détention. Quand Phillips et Albert sont entrés dans la chambre de Joy, je suis resté dans le couloir, mais Youb les a convaincus de me laisser écouter. L'inspecteur Phillips m'a même demandé si j'avais des questions. J'en avais 1 million, mais j'ai choisi de les laisser gérer. Alors qu'il se présentait, Jim a demandé s'il voulait que la porte soit fermée. Phillips a expliqué qu'il ne pouvait pas verrouiller la porte puisque Joy n'était pas en état d'arrestation, mais qu'ils avaient posté quelqu'un à l'extérieur pour empêcher les écoutes. Joy a semblé hésitante au début, niant tout, jusqu'à ce qu'il la confronte avec des preuves que la réceptionniste de l'hôtel l'avait vue avec Cal et Garrett. Elle a finalement admis être impliquée avec les 2 hommes mais était gênée d'admettre que Garrett l'avait battue. Phillips a alors joué une carte à laquelle je ne m'attendais pas, « Votre mari croit que vous aviez 2 amants à son insu », a dit Phillips. « Ce que vous nous direz pourrait l'aider à se réconcilier avec vous. » Aucune chance, ai-je pensé. Joy a avoué qu'elle m'avait menti pour assister aux funérailles de la sœur de Garrett et qu'ils avaient ravivé leur relation ce week-end-là. Elle a prétendu qu'elle m'aimait toujours, mais Garrett a suggéré qu'ils se rencontrent secrètement 1 fois par mois. Elle ne voyait pas en quoi cela pourrait me faire du mal, alors elle a accepté. Elle a ensuite raconté comment les choses ont commencé avec Cal, disant qu'elle était attirée par le fait qu'ils étaient tous les 2 mariés. Ils se retrouvaient lors d'événements d'entreprise et avaient des rendez-vous secrets, et elle m'a donné Miami pour apaiser sa culpabilité. Encore un mensonge. Tous les doutes que j'avais sur le fait de lui signifier les papiers du divorce ont disparu à ce moment-là. Quand Phillips a posé des questions sur les coups, Joy a prétendu qu'elle avait mis Garrett en colère en arrêtant sa contraception pour essayer d'avoir des enfants avec moi. Garrett, en colère qu'elle ne lui donne pas la chance d'être le père de son enfant, a perdu son sang-froid et l'a attaqué. Sa performance, avec l'arme à l'appui, était digne d'un Oscar. Phillips a posé une dernière question, « Pourquoi avez-vous un tatouage de Jiminy Cricket sur la cuisse ?» Joy a répondu, « C'était l'idée de Garrett. Il a dit que ce serait une façon pour lui d'être toujours avec moi sans que Roger le sache. » C'est à ce moment-là que je suis entré dans la pièce. Elle m'a appelé « bébé » et a commencé à s'excuser, mais je lui ai tendu les papiers du divorce et j'ai dit « Pas la peine. Tu es déjà servi. » Je suis parti pendant qu'elle hurlait. 5 ans plus tard, un téléphone qui sonne au milieu de la nuit était devenu une partie de mon travail. Après avoir obtenu les détails nécessaires de l'appel, j'ai embrassé ma femme enceinte sur le front et sur son ventre gonflé. Elle a murmuré dans son sommeil, « Fais attention de ne pas commencer quelque chose que tu ne peux pas finir. » J'ai souri, je l'ai embrassée à nouveau et je me suis dirigé vers la scène de crime. En arrivant à une caravane, j'ai réfléchi à la façon dont ma vie avait changé. 5 ans plus tôt,
j'avais divorcé de Joy. Je pensais que ce serait un processus simple, mais je me trompais. Pendant le divorce, mon avocat a remarqué que Joy n'avait pas déclaré son compte bancaire secret. Je me demandais comment elle l'avait financé, mais une rencontre fortuite avec Cal Davis a tout révélé. Il a expliqué que les revenus non déclarés de Joy provenaient de ses chèques de bonus et de ses commissions, qu'elle acheminait sur son compte secret avec l'aide d'un comptable. Avec quelques informations internes, j'ai découvert que Joy avait gagné plus de 120 000 $ de revenus non déclarés en 6 ans. J'ai transféré 30 000 $ sur notre compte joint, puis j'ai suggéré que nous partagions tout à 50-50e. Joy, cependant, a exigé 75%, prétendant être généreuse en ne demandant pas la moitié de la maison dont j'avais hérité. Mon avocat s'est battu, et nous avons finalement convenu de diviser le compte joint à parts égales, elle prenant la moitié de mon entreprise. J'ai revendu ma part de l'entreprise de maçonnerie à mon oncle et je suis retourné à l'école, terminant mon diplôme en justice pénale. Maintenant, je travaille pour le département du shérif du comté d'El Paso, loin du désordre qu'était mon mariage avec Joy. Mon avocat était au courant de chaque étape que je prenais et s'assurait que tout était légal, il a même fait en sorte que mon oncle m'écrive un reçu d'$1 quand je lui ai vendu mon entreprise. Joy avait un air suffisant quand elle a reçu son chèque de règlement, mais je suis sûr que cela a disparu quand elle a découvert que son compte secret avait été vidé. Mon comptable a fait des merveilles, et nous avons montré que tout l'argent de notre compte joint provenait de sources légitimes. J'ai payé les impôts, et Joy n'a jamais réalisé qu'elle avait financé mes études. Un tuyau anonyme au fisc a conduit à un audit, et alors que j'ai été blanchi, Joy ne l'a pas été. Elle a fini par purger 6 mois pour fraude fiscale. Par un coup du sort, Garrett a été accusé d'avoir volé son argent. Comme il avait sa carte bancaire, avec ses antécédents et une faible défense, il a été reconnu coupable et condamné à 35 ans de prison pour vol et violation de sa libération conditionnelle. Pendant ce temps, Katrina a divorcé de Cal, et il a déménagé en Utah pour repartir à zéro. Après que Joy soit sortie de prison, elle a travaillé dans une entreprise de télémarketing. Elle m'a envoyé une lettre de colère, m'accusant d'avoir ruiné son mariage et de l'avoir trompée, elle et Garrett. Je l'ai jetée à la poubelle et je suis passé à autre chose. Quand j'ai parlé de la lettre à mon ami Paul, il a plaisanté en disant que j'aurais dû la vendre à un bordel. J'ai répondu qu'elle aurait probablement apprécié. J'ai passé 3 ans comme officier de patrouille avant de devenir inspecteur. Bien que la police de Colorado Springs s'occupe de la plupart des crimes majeurs, nous voyons beaucoup de cas de violence domestique. La seule fois où j'ai sorti mon arme, c'est lorsqu'une femme m'a menacé avec un couteau après que j'ai arrêté son mari violent. C'était il y a 1 an et demi, et je suis inspecteur depuis. Je ne comprends toujours pas pourquoi certaines femmes restent avec des hommes violents, surtout après avoir vu d'innombrables victimes. Un cas concernait une femme battue à mort, entourée de bouteilles de bière vides. Je savais qu'à la fin de la journée, j'aurais le nom du mari et que je commencerais les recherches. Cela semblait être un cas clair, soit le mari l'avait éliminé dans un accès de jalousie, soit un ex-amant était impliqué. En examinant les anciens rapports de patrouille, j'ai réalisé qu'au moins je n'aurais pas de reproche de mon patron pour cette affaire. 1 an et demi après le début de ma carrière d'inspecteur, un nouvel inspecteur a été transféré dans notre département. Tout ce que je savais, c'est qu'il venait du Nord, mais un soir, lors d'une fête près du poste, j'ai été surpris de voir Desiree Phillips. Nous avons parlé un moment, et bien que certains des autres inspecteurs n'aient pas été ravis qu'un officier de patrouille discute avec elle, le courant est bien passé. Nous sommes devenus amis, et même après avoir appris qu'elle était célibataire, je n'ai rien tenté. J'étais blasé par les relations et je ne voulais pas compliquer les choses. Nous sortions de temps en temps, allant au restaurant et au cinéma, mais je n'ai jamais considéré cela comme des rendez-vous. Un soir, après une affaire difficile, je l'ai emmenée dans un bar. Je suis resté sobre pour m'assurer qu'elle rentre en toute sécurité. Quand je l'ai aidée à monter dans son appartement, elle m'a demandé de lui enlever ses bottes, puis m'a serré dans ses bras. Elle est ivre, Zek, ai-je pensé. C'est ta meilleure amie, et tu ne peux pas profiter d'elle. Je me suis écarté, et soudain, elle n'avait plus l'air si ivre. Pourquoi tu ne veux pas de moi, a-t-elle demandé. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Premièrement, tu es ivre, et je ne veux pas gâcher notre amitié avec un souvenir regrettable. Deuxièmement, je ne suis tout simplement pas prêt. Après tout ce qui s'est passé, j'ai des problèmes de confiance. As-tu aimé m'embrasser? Bien sûr.
Tu es l'une des femmes les plus sexy que je connaisse, ai-je commencé, mais elle m'a coupé. Viens avec moi. Je ne suis pas ivre, et je ne suis pas facile. Je n'ai été qu'avec 4 gars, et tu connais les histoires. Elle a admis plus tard qu'elle m'avait apprécié dès notre rencontre à Vaille mais n'avait jamais pensé que je finirais par travailler dans les forces de l'ordre. Quand elle a été transférée, elle a pris ça comme un signe. Cette nuit-là a marqué le début de notre relation, et 1 an plus tard, nous nous sommes mariés. 1 mois plus tard, nous avons accueilli notre premier enfant. Mon patron n'était pas ravi qu'elle ait besoin d'un congé de maternité et me taquinait constamment sur le fait de l'avoir mise enceinte. Je plaisantais avec Hugh en disant que Nora, notre fils, pourrait être son filleul, mais ça ne l'amusait pas. Il n'aimait pas non plus que j'ai pris 1 mois de congé de paternité, mais je m'en fichais. De Ciré, à ma grande joie, adore les films sur la Seconde Guerre mondiale, donc la vie est plutôt belle maintenant. J'espère juste que Piper acceptera d'avoir maman et papa à la maison à plein temps. Quelque chose me dit qu'elle s'en sortira très bien.